Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 février. Au sommaire de cette émission, sois plus sexy, moins enfant, reprends tes chansons de merde et casse-toi, débrouille-toi et d'autres termes très crus. Voilà ce que la célèbre chanteuse Pomme a dû endurer dans sa jeune carrière. Elle ne veut plus laisser régner la peur, nous dit-elle, et témoigne aujourd'hui dans Mediapart. Avec nous aussi, à la veille des victoires de la musique, le manager Jean-Michel, à l'initiative avec d'autres du collectif Musique Tout France, qui dénonce les violences sexuelles et sexistes dans l'industrie musicale. Et puis avec l'économiste Julia Cagé, retour sur la démission de Frédéric Muon à Sciences Po, après l'affaire du Hamel. Et nous parlerons de son livre qui sort la semaine prochaine, L'information est un bien public. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Les 36e victoires de la musique seront diffusées demain soir en direct de la scène musicale sur France 2 et France Inter, grand raout annuel de l'industrie musicale qui, depuis plusieurs mois, est forcée, si elle ne voulait pas, de s'interroger sur le sexisme qui y règne. Mediapart a publié ces derniers mois plusieurs enquêtes détaillant les violences sexistes et sexuelles dans ce milieu, dans le sillage de l'opération Musique Tout France, lancée sur les réseaux sociaux par de nombreux artistes. Avec moi, Lénaïque Bredou, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste à Mediapart, responsable éditorial des questions de genre à Mediapart. Tu as coordonné cet immense travail. On va, si tu veux bien, se rafraîchir la mémoire. Il y a eu cette enquête de Dolores Baquela après les révélations visant deux célèbres rappeurs, Moa Le Squal et Roméo Elvis. Un article de Célia Mebroukine sur le directeur général adjoint de l'important label Because, licencié pour faute grave. Article qui détaillait l'atmosphère sexiste et toxique qui règne encore chez trop de labels indépendants. Violence et agressions sexuelles au sein du label strasbourgeois Def Rock aussi. Une enquête que tu as signée, Léna, avec Maude de Carpentier de rue 89 Strasbourg. Et ce long article, Musique, l'industrie qui n'aimait pas les femmes, coécrit Lénaïque avec Donatien Huet de la rédaction de Mediapart. Autant d'articles que vous pouvez retrouver sur Mediapart dans notre dossier à la une ce soir. Musique Tout, l'industrie musicale ausculté. Et ce soir, sur Mediapart, Valentine Auberti, que vous connaissez bien si vous nous regardez ici, bien sûr, donne la parole à 6 femmes ayant déposé des plaintes pour notamment agressions sexuelles et viols contre le compositeur Johan Mallory, un parolier à succès de la chanson française. Ça fait beaucoup, Lénaïque, beaucoup d'articles sur ce sujet, dans lequel est en fait systématiquement détaillée la loi du silence, des articles très souvent des femmes qui n'ont rien dit pendant longtemps par peur de nuire à leur carrière, et on les comprend. Lénaïque, est-ce qu'une brèche commence quand même à s'ouvrir dans ce secteur ? En tout cas, on voit depuis plusieurs mois, plusieurs années même, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des précurseuses qui ont pris la parole, et on voit donc ce mouvement se lever de femmes qui disent aujourd'hui il faut que ça change, il faut que ça s'arrête. Mais il faut aussi dire dans quelle hostilité et dans quel climat elles évoluent. Parce que quand on voit, comme une chanteuse Pomme dit, que même elle aujourd'hui, elle a encore peur, elle veut justement en sortir, mais que c'est difficile. On va l'entendre dans un ça instant. montre les verrous qui persistent dans cette industrie. On le voit partout, en France, à l'étranger aussi. On a vu les révélations visant Marilyn Manson récemment. On voit que ça bouge, que ça évolue, que ça change, mais que c'est très difficile. Alors justement, à l'origine de ce mouvement, il y a un collectif, Musique Tout France, collectif anonyme, qui a réuni en 2020 des centaines de témoignages de violences sexistes et sexuelles, notamment des dizaines de cas de viol. Parmi ses fondateurs, il y a vous, Jean-Michel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes manager d'artistes, donc en plein dans l'industrie musicale. Ce soir, dans À l'air libre, vous vous exprimez publiquement pour la première fois et on vous en remercie. Pourquoi vous avez lancé ce mouvement de collecte de témoignages ? Alors en fait, notre constat premier, c'était toutes ces femmes qu'on a rencontrées et qu'on a croisées au sein de nos carrières, qui, pour parler, devaient taire le nom de leurs agresseurs. Mmh. Et notre constat et notre volonté, c'était de faire l'inverse. C'est de dire, vous avez la sécurité de parler à travers le formulaire qu'on a mis en place et de donner le nom de vos agresseurs, tout en restant en sécurité. Ce qui nous a permis, nous, surtout, de rassembler les plaintes et de croiser les informations et d'en parler ensuite à des journalistes d'investigation pour vraiment lancer toute cette investigation qui a été mise en place depuis le mois de juillet. Et de construire un espace aussi sécurisé pour elles, où elles pouvaient s'exprimer justement en toute sérénité. Et on a décidé, c'est un parti pris de notre collectif aussi, de ne pas partager les témoignages. C'était important pour nous de ne pas créer du trauma sur le trauma et de ne pas révéler par des détails qu'on aurait oublié d'anonymiser et de révéler l'identité soit de victimes, soit des agresseurs, puisqu'on est aussi
tenus par des problématiques juridiques sur la diffamation. Il faut bien comprendre, hein, Mathieu, que le collectif a recueilli 277 témoignages. C'est énorme, c'est immense. Effectivement, avec beaucoup, tu le disais, d'agressions sexuelles, de viols, ce qui montre la gravité des faits rapportés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il y a eu des collaborations en fait, avec plusieurs médias, dont Mediapart et Néon, sur des enquêtes plus nominatives qu'on a continué à mener et qu'on continuera à poursuivre, évidemment, dans le journal. Moi, j'ai une question sur la démarche un peu inédite qui a été celle de Musique Tout par rapport à d'autres appels à témoignages qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux, qui a été un peu différente, justement, de collecter, de renvoyer vers des avocats, des associations spécialisées. Mais pourquoi aujourd'hui vous décidez de sortir un peu de l'anonymat dans lequel vous étiez jusque-là? Alors, je le fais moi, personnellement, en tant que membre cofondateur de Musique Tout, sachant que d'autres membres du collectif restent anonymes, restent dans la sécurité de l'anonymat. Moi, j'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que je suis un homme, en fait, ça ne vous aura pas échappé. Mais c'est très important pour moi aujourd'hui de dire aux autres hommes que c'est possible. Que c'est possible de changer de camp. Pas juste la peur, pas juste la honte, juste changer de camp et se décider, nous, entre hommes, de soutenir ces femmes qui veulent parler, qui veulent être en sécurité dans notre milieu. On est quand même dans un milieu où on parle de musique, d'art et de beauté. On ne peut pas faire ce genre de choses et ce genre d'expression artistique dans un environnement anxiogène et nocif. Et voilà, moi ce que je veux dire aujourd'hui en sortant de l'anonymat du collectif, c'est j'ai vu l'autre côté. J'ai un peu l'impression d'être passé de l'autre côté du miroir. J'ai une amie il y a quelques mois qui m'a dit lis Une culture du viol à la française, tu passeras de l'autre côté du miroir et tu verras où on en est. Et j'ai envie de dire aux hommes qu'il y a ces écrits de femmes merveilleuses qui peuvent nous ouvrir les yeux de façon assez étonnante. Et que pour avoir participé à ce collectif, je peux vous dire que c'est possible. Je peux vous dire qu'un homme aujourd'hui ne perdra pas sa masculinité parce qu'il a écouté une femme et parce qu'il l'a aidé à aller voir un avocat, à porter plainte ou à simplement... pas simplement parce que c'est toujours difficile, mais témoigner dans une enquête journalistique qui permet de confondre un agresseur. Alors, Jean-Michel, plusieurs artistes de la jeune génération ont publiquement soutenu ce mouvement. Musique Tout, dont vous faites partie, par exemple, la chanteuse Chris. Je ne suis pas surprise, a-t-elle écrit sur Instagram. Chacune, nous avons connu une forme plus ou moins ténue de harcèlement, des remarques sexistes. Hashtag tu n'es pas seul. Au festival des festivals en août dernier, sur une même scène, on pouvait voir Camélia Jordana, Jeanne Haddad, Sandra Nkake, Raphaël Lanader et Pomme arborer le badge Musique Tout en chantant un des hymnes des droits civiques aux États-Unis, We Shall Overcome, nous vaincrons. We shall overcome. Et ce soir, donc, sur Mediapart, une de ces artistes qu'on a vues à l'instant prend la parole. Elle s'appelle Pomme, vous la connaissez certainement si vous nous regardez. Elle a 24 ans, une grande artiste dont la voix s'est imposée sur la scène française et internationale ces dernières années. Nominée pour la 2e année consécutive aux Victoires de la musique de demain dans la catégorie artiste féminine de l'année. Lénaïque pour Mediapart et à l'air libre, tu as rencontré Pomme. Rencontre virtuelle, en tout cas, il y a 2 semaines. Tu l'as interviewée à distance. Tu étais à Paris, ici, dans les locaux de Mediapart. Pomme, elle était à Montréal. Cette auteure, compositrice, interprète de grand talent a commencé sa carrière à 16 ans et à 24 ans, elle a déjà vécu des expériences extrêmement difficiles. Et vous parlez de harcèlement, d'agression. Ça veut dire que ça vous est arrivé souvent, plusieurs fois, longtemps? Ça m'est arrivé une fois marquante pendant des années avec la même personne, de mes 15 ans à mes 17 ans. Ensuite, des micro-agressions et du sexisme et du mansplaining, de se faire expliquer des choses qu'on sait déjà faire. Ça, c'est des micro-agressions qui arrivent presque au quotidien. Mais la fois marquante de harcèlement, d'agression, c'était vraiment la même personne pendant 2 ans. Ensuite, voilà, je suis confrontée très souvent à cette espèce de principe selon lequel quand tu es une femme, tu sais moins que les hommes et que les hommes qui sont en face de toi t'expliquent la vie et te mansplainent des choses. J'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu du sexisme. Alors ça, c'est devenu, on appelle ça sexisme ordinaire comme le racisme ordinaire parce que c'est tellement intégré dans les gens, dans la perception du monde des gens que du coup ça s'appelle ordinaire maintenant alors que ça ne l'est pas du tout. Et voilà, quand c'est allé plus loin, effectivement, j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu de la manipulation,
À un moment donné, j'avais 16 ans et on me disait comment m'habiller, comment me comporter. J'ai tourné un clip à 16 ans, on m'a demandé de m'épiler la totalité des poils de cuisse. J'avais jamais fait ça de ma vie. Enfin, plein de choses comme ça que j'ai vécues à partir du moment où je suis arrivée dans l'industrie jusqu'à récemment. Et encore une fois, ce qui me frappe, moi, c'est qu'à l'époque, ça me choquait pas du tout, en fait. Ce qu'elle a vécu, elle l'explique par un environnement favorable aux agressions et au sexisme. J'ai été en lien très jeune avec quasiment que des hommes. En fait, les femmes, c'était toujours les attachées de presse, les maquilleuses, les stylistes. C'était jamais des postes importants, en fait, les postes féminins. Donc, en fait, les gens qui décidaient et qui avaient le pouvoir qui avaient un peu un ascendant sur moi, c'était tout le temps des hommes. Donc, déjà, il y avait ce déséquilibre-là à la base, d'arriver, donc de passer du lycée avec mes amis de 15, 16, 17 ans et d'arriver à Paris dans un milieu où c'est que des hommes et c'est que des hommes qui ont 2-3 fois mon âge. Et donc, il y avait déjà ça qui était assez particulier. Je pense que là, j'en parle avec beaucoup de recul, mais je réalise que j'étais pas censée à 16 ans être dans ce genre d'environnement, entourée que d'hommes, avec finalement une espèce de place de genre d'une jeune fille dominée par un groupuscule d'hommes qui décident tout, quoi, qui décident la direction artistique, qui décident si je signe dans un label ou pas, c'est que des hommes qui décidaient, qui décident si ma musique est bonne ou pas, c'était que des directeurs artistiques hommes. Donc il y avait ce truc-là de déséquilibre total et d'arriver dans un milieu presque que masculin au niveau des postes de pouvoir, quoi. Et Pomme raconte aussi comment c'est difficile dans ces conditions pour les femmes de prendre la parole. Dans cette industrie, il y a beaucoup de gens qui savent des choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de gens qui ont assisté à des comportements problématiques ou des comportements d'agression. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu qu'un tel avait agressé une telle, etc. Et en fait, tout le monde a peur de parler parce que encore une fois, les postes de pouvoir de ce milieu-là, ils sont occupés soit par des agresseurs, soit par des amis des agresseurs, soit par des collègues des agresseurs. Donc en fait, à quel moment ça te donne envie d'en parler c'est hyper compliqué d'en parler. D'en parler, c'est une chose, mais de nommer la personne, c'est encore autre chose, quoi. Donc je pense que oui, c'est la trace que ça laisse, chez moi en tout cas, avec mon expérience que j'ai vécue, c'est ça, c'est cette espèce de peur un peu d'en parler, alors que je suis légitime d'en parler, en fait. Et c'est ça, c'est de remettre la légitimité, et dans le mot légitimité, il y a la loi aussi, et de remettre la loi là où elle doit exister, quoi, en fait, parce que là il n'y a plus de loi, quoi. C'est surtout ça, c'est que c'est un milieu qui est exempt des lois, en fait. Pomme qui raconte aussi dans un billet actuellement sur la une de Mediapart les termes très crus qu'elle a dû subir, reprend tes chansons de merde, casse-toi, débrouille-toi, j'en ai parlé au début de cette émission. Ce qui est surtout important, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui: de là où je suis, j'ai décidé de dire les choses, j'ai décidé de ne plus laisser régner la peur. Très belle expression, Jean-Michel. Pourquoi c'est important que Pomme, grande artiste Pomme, prennent la parole aujourd'hui? C'est important parce que elle est jeune et c'est exactement la cible de ces agresseurs. Ce qui m'a fait sourire, elle a dit le mot groupuscule. C'est pas un groupuscule, c'est tentaculaire. Il y a les agresseurs, il y a les complices des agresseurs, il y a les rabatteurs des agresseurs. Moi, j'ai eu le cas très clairement de quelqu'un qui m'a plus ou moins proposé d'être son rabatteur pour une de mes artistes, et lui rapporter mon artiste qui était mignonne et qui aurait dû venir avec moi en rendez-vous. Et donc oui, la peur est chez toutes ces personnes, et notamment les jeunes personnes. Je pense aussi aux stagiaires, je pense aux bénévoles sur les festivals, je pense aux jeunes femmes qui sont dans les conservatoires, dont on a lu des témoignages où on voit des artistes, des jeunes musiciennes raccrocher leur instrument parce que c'est pas possible pour elles de subir autant de choses. Et aujourd'hui que Pomme puisse s'exprimer après avoir fait 2 albums, c'est déjà même un énorme travail et un énorme courage d'arriver à 2 albums dans cette industrie quand on a moins de 25 ans, et d'en parler, c'est absolument vital, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'artistes plus âgés, plus matures, qui ont aussi vécu beaucoup de choses, mais qui les ont intégrées, et que je pense qu'il y a aussi une nouvelle génération qui sait que certaines choses ne sont pas justes et qu'il faut y aller. Et son petit mot sur la légitimité aussi, c'est quelque chose qu'on se pose tous à certains moments et que beaucoup d'hommes ne se posent pas. Lénaïque ?
Dans les très nombreux témoignages de Musique Tout et aussi dans ce que dit Pomme, on voit bien qu'il y a très souvent une position hiérarchique en fait, une position de domination et de risque pour la carrière ou pour la suite même d'un album ou d'une tournée. Et c'est très marquant dans ce que vous avez récolté. Est-ce que vous pensez que c'est toute l'industrie qu'il faut changer ? Il y a de belles choses. Enfin, ce qui va se passer demain aux Victoires de la musique, ça va être un beau moment. Il y a de très belles artistes, de très beaux artistes aussi. Il y en a. On ne peut pas non plus cracher sur l'ensemble de l'industrie musicale. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Musique Tout et la bienveillance qu'on a eue à créer cet outil. Parce que pour nous, c'est plus un outil qu'un acte militant. C'est un outil de gestion de parole. Et cet outil, on voulait qu'il soit bienveillant pour l'industrie. On ne voulait pas déstabiliser tout le monde. On voulait juste que les bonnes personnes soient ciblées et comment dire, neutralisées tout simplement. Donc je ne pense pas qu'il faille tout refaire, mais moi je suis personnellement là aujourd'hui pour dire que c'est aux hommes de faire toutes ces choses. Il ne faut pas attendre que le Centre national de la musique vous dise quoi faire. Il ne faut pas attendre que Roselyne Bachelot vienne frapper à chaque label, à chaque festival, à chaque conservatoire. C'est à chaque homme qui décide, qui dirige, qui finance cette industrie de prendre la parole, y compris quand on fait des très belles actions comme ce qui a été fait chez Because avec une ouverture à un audit et à la discussion vraiment de tous les employés qui ont aussi pris la parole, mais avec un directeur qui n'a pas pris la parole. Et vous dites aussi, c'est important de vérifier aussi les attitudes au quotidien, parce que en fait, ce que vous écrivez, c'est que, ce que vous dites souvent, c'est que des attitudes sexistes, la sexualisation, l'objectification des femmes est générale quotidiennement. Pour des artistes, qu'elles vivent ça quotidiennement, même par des remarques, par des pas forcément jusqu'à des agressions ou des viols, mais quotidiennement dans cette industrie. C'est la culture du viol, c'est l'impunité de certains hommes qui pensent qu'ils ont le contrôle des carrières, donc le contrôle aussi des corps de ces femmes. Et puis c'est tout un réseau, c'est tout un maillage et beaucoup de... Il faut que je dise un petit mot aussi sur cette atmosphère particulière qui est qu'on est dans un milieu festif, cool ouais, où il y a de l'alcool, où la moitié du réseau professionnel se fait dans une salle de concert à côté du bar, où donc ce sont aussi des risques professionnels. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je suis dans cette industrie. J'ai travaillé auparavant dans une grande multinationale où à aucun moment, je n'étais en contact avec de l'alcool, avec des drogues, avec un milieu nocturne, avec des déplacements dans d'autres villes où je devais dormir chez l'habitant. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui précarisent, en tout cas, les carrières des jeunes professionnels. Qui font que les relations de pouvoir deviennent soudain plus... Voilà, il faut naviguer là-dedans et c'est beaucoup plus difficile. Entretenir le flou, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Michel. Première fois que vous témoignez. On rappelle évidemment votre collectif Musique Tout France qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Merci Lénaïque Bredou. Le témoignage intégral de Pomme d'une 20aine de minutes, c'est ce soir sur Mediapart. Toutes nos enquêtes aussi, vous les retrouvez ce soir sur Mediapart. Et un autre billet de blog qu'a écrit Pomme. Donc tout ça sur Mediapart ce soir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On accueille maintenant l'économiste Julia Cagé. Bonjour Julia Cagé. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po Paris. Vous publiez la semaine prochaine ce livre « L'information est un bien public. Refonder la propriété des médias ». On va en parler dans un instant, mais d'abord, si vous le voulez bien, quelques instants sur Sciences Po Paris, la maison où vous enseignez. Julia Cagé, le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, vient de démissionner, conséquence de l'affaire Duhamel, du nom d'Olivier Duhamel, ancien président de la Fédération nationale des sciences politiques, qui chapeaute Sciences Po et qui a démissionné début janvier après la parution du livre La Familia Grande aux éditions du Seuil, où Camille Kouchner, sa belle-fille, l'accuse d'inceste sur son jeune frère. Frédéric Mion a démissionné. Car dans cette affaire, on apprend finalement qu'il a menti à plusieurs reprises. Juste après la révélation de l'affaire, il avait dit ça à stupeur. En réalité, on va le voir, il avait été mis au courant notamment par l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. J'ai demandé un rendez-vous, un déjeuner avec le directeur de cette institution pour lui dire. Je lui ai fait part de cela, de ces accusations lourdes pour un crime incestueux. Voilà, pour que des décisions soient prises.
Frédéric Mion avait alors reconnu son erreur, mais n'envisageait pas la démission. La question aujourd'hui n'est pas la question de la démission. Parce que démissionner signifierait que, à titre personnel, j'admets être d'une quelconque manière complice des agissements terribles que nous connaissons désormais. Un déni qui a mis en colère des étudiants qui ont commencé à manifester devant les locaux de Sciences Po Paris. Pour nous, c'est un scandale. On ne comprend pas qu'un directeur puisse rester en place après 2 manquements qui sont pour nous très graves. D'avoir le manquement d'avoir manqué d'agir en 2018 lorsqu'il a été mis au courant des faits contre le président de la FNSP. Et un second, aussi grave, qui est celui d'avoir menti sur sa connaissance des faits, sciemment devant l'ensemble de la communauté académique, aussi bien nous, les doctorants, les étudiants, les enseignants-chercheurs. Le ministère de la Recherche avait alors lancé une enquête interne. Enquête qui, selon Le Monde, a révélé que Frédéric Mion et un autre membre du conseil d'administration, Marc Guillaume, qui lui aussi a démissionné depuis, étaient parfaitement au courant. Enquête interne dont les premières conclusions établissent aussi qu'en fait, au moins 6 personnes à Sciences Po savaient. Julia Cagé, il y a quelques semaines, on vous avait déjà interrogé dans cette émission. À l'époque, d'ailleurs, vous étiez un peu la seule à témoigner. Il n'y a pas beaucoup de professeurs les professeurs ne se bousculaient pas, on va dire, pour témoigner devant notre caméra. Vous nous aviez dit à l'époque, Sciences Po est entachée par l'affaire Duhamel. À l'époque, vous n'étiez pas forcément favorable à la démission de Frédéric Mion. Il a démissionné aujourd'hui. Quelle est votre réaction? Ce que j'avais dit à l'époque, c'est que ça ne réglerait pas tous les problèmes, qu'il y avait des problèmes fondamentaux de gouvernance. Et contrairement à ce qui a été dit dans le rapport, je pense qu'il y a eu des manquements du point de vue de la gouvernance et qu'il faut repenser entièrement la gouvernance et que le fait de faire sauter Frédéric Mion, ça ne résoudrait pas l'ensemble des problèmes. Là, au vu du rapport et au vu du fait qu'il n'a pas simplement menti une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, je pense qu'on va tous être d'accord sur le fait que c'est une excellente chose qu'il ait démissionné. Maintenant, il y a tous les autres problèmes à régler. Et là, je pense qu'il est vraiment urgent de s'y atteler. Du point de vue des enseignants, chercheurs, comme du point de vue des étudiants, on assume vraiment très très mal depuis plusieurs semaines d'être prof à Sciences Po. Enfin, c'est une honte, c'est quelque chose qui vient entacher l'ensemble de l'institution. Et je pense qu'il y a des mesures extrêmement fortes qui doivent être prises. Alors, vous parlez de mesures pour changer la gouvernance de Sciences Po. On pourrait y revenir brièvement, mais d'abord, est-ce que le conseil d'administration que présidait Olivier Duhamel, dont plusieurs personnes, de fait, étaient au courant de ce qui se passait, doit démissionner aujourd'hui? Moi, je pense que ce conseil d'administration devrait démissionner collectivement. D'accord. Bon, c'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas si elle est partagée par l'ensemble de la communauté, ni étudiante, ni des enseignants-chercheurs. Je pense que collectivement, à partir du moment où les règles du conseil d'administration sont telles que les nouveaux membres du conseil d'administration vont coopter les suivants, sachant que là, on va devoir choisir un nouveau ou une nouvelle présidente de ce conseil d'administration, puis ensuite un nouveau ou une nouvelle directrice de Sciences Po Paris, je pense qu'il faudrait mieux tout remettre à zéro. Donc il doit démissionner collectivement, ce conseil d'administration. C'est mon opinion. Ensuite, je vous la donne comme citoyenne, comme enseignant-chercheur à Sciences Po. Personne ne me l'a demandé. Enfin, vous me l'avez demandé. Donc je vous réponds. Mais à partir du moment où je pense qu'il y a eu des manquements du point de vue de la gouvernance, à partir du moment où Frédéric Mion n'était pas le seul à le savoir, Marc Guillaume était aussi au courant, d'autres personnes étaient aussi au courant, ça ne veut pas dire qu'il y a une responsabilité collective des membres de ce conseil d'administration. Il y a des représentants des salariés, il y a des représentants des enseignants qui sont les premières victimes en fait de ce qui est en train de se passer de ce point de vue-là. Mais il y a une responsabilité politique d'une certaine façon et il devrait y avoir une conséquence. C'est quand même l'instance principale de la gouvernance. Donc à partir du moment où il y a eu un manquement de cette gouvernance-là, il faut quand même prendre ses responsabilités. Et je pense que ça enverrait aujourd'hui un signal fort. Message passé ce soir dans À l'air libre, d'autant plus que dans d'autres IEP, à Sciences Po Paris aussi, il y a d'autres témoignages sur des violences sexuelles et sexistes. On y reviendra probablement dans les prochaines semaines. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de ce livre, L'information est un bien public, non pas le prix de l'information. L'information est un bien public. Refonder la propriété des médias que vous publiez la semaine prochaine, le 18 février, coécrit avec Benoît Huet, qui est un juriste. Vous le publiez aux éditions du Seuil. Ce livre nous dit qu'il est nécessaire de déconnecter les médias, en gros, de ces milliardaires qui les contrôlent massivement aujourd'hui en France. Vous faites des propositions pour ça, on va y revenir. D'abord, la première phrase de votre livre, c'est « Demain, il sera trop tard. Le paysage médiatique n'a jamais été aussi désolé. Quel état des lieux, bref, faites-vous aujourd'hui en chiffres de cette désolation ?» Il suffit de regarder aujourd'hui l'état de concentration des médias et les annonces qui se succèdent.
Aujourd'hui, on a ce chiffre que tout le monde n'arrête pas de répéter, 9 milliardaires possèdent l'essentiel du paysage médiatique. 90% du paysage médiatique. La vérité, avec Benoît, on s'est dit, mais en fait, il va bientôt y en avoir plus que 8, puisque Lagardère est en train de vendre sa branche média, qui va aller à qui? Pas à de nouveaux actionnaires, pas à des citoyens, pas à des lecteurs, même pas aux journalistes, qui devrait aller pour la branche Europe 1 à Vincent Bolloré, dont on sait tout le mal qu'il a fait aux médias qu'il a acquis au cours des dernières années, que ça soit iTélé, qui a été une chaîne détruite, mise à genoux par Vincent Bolloré, et qui est aujourd'hui devenue CNews avec vraiment une ligne de plus en plus proche de Rassemblement National, ou à Canal+, où il a licencié des journalistes, où il a supprimé l'investigation, il a supprimé tout ce qui dépassait un petit peu de Canal+. Ça, c'est pour... Et puis, on vient de nous annoncer maintenant la mise en vente de M6 RTL, sachant que Vincent Bolloré s'est aussi positionné pour acheter Prisma. Bon, en fait, on s'est dit à un moment donné avec Benoît Huet, il y a une espèce d'urgence à écrire ce livre, parce que tout est en train de s'accélérer, et ni les journalistes, ni les citoyens, ni dans les faits les femmes et les hommes politiques sont armés pour contrer finalement ce mouvement de concentration grandissant. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire ensemble, c'est-à-dire un juriste et une économiste, pour avoir les deux analyses finalement, essayer d'armer les journalistes, d'armer les citoyens, pour pas simplement se dire, là tout le monde dit, vous écoutez les gens parler, oh les pauvres journalistes d'Europe 1, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Bon, moi, comme citoyenne, je ne me dis pas « Ah, les pauvres journalistes d'Europe 1, qu'est-ce qu'ils vont prendre ?» Je me dis « Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne soit pas le cas ?» Parce qu'on ne peut pas considérer que c'est une fatalité, que quand Vincent Bolloré a envie d'acheter un nouveau média et de mettre à genoux une rédaction, il puisse le faire comme s'il s'agissait d'un bien comme un autre. Une petite question rapidement sur Vincent Bolloré, justement. Il lorgne sur les actifs du groupe Bertelsmann en France, M6, RTL, en plus de CNews qu'il a aujourd'hui. Est-ce qu'il veut pour vous créer un Fox News à la française, comme on a vu aux États-Unis, donc la chaîne Fox News qui a favorisé l'arrivée de Donald Trump à la présidence? M6, RTL, Europe 1. Il y a un excellent article des jours, il y a 2 jours justement, qui détaillait ça. CNews, potentiellement rapprochement entre CNews et Europe 1, pour créer un Fox News à la française. Il faut voir la ligne éditoriale qui est celle de CNews aujourd'hui, qui est d'ailleurs une double ligne éditoriale, c'est-à-dire c'est à la fois le pari d'une droite extrêmement conservatrice, voire d'une droite raciste, et aussi le pari de l'information low cost. Donc on fait de l'information pas chère, en fait on fait plus d'information, enfin pas de l'information en tout cas au sens où nous on l'entend, ou Mediapart l'entend, l'information comme bien public, on produit du contenu de manière extrêmement peu coûteuse, et en plus ça se passe à 1 an de l'élection présidentielle, et on voit bien que ces grandes manœuvres n'arrivent pas aujourd'hui par hasard. Pourquoi les médias, haute petite incise, mais après je reviens bien sûr à la question, ou la thèse centrale de votre livre, à ce que vous proposez, mais pourquoi les gens aujourd'hui n'ont pas confiance dans les médias? Vous dites, justement, c'est en partie à cause de ça, en cause de ce manque d'indépendance, du lien à ces puissances d'argent que les gens ne comprennent pas. Oui, quand vous interrogez les gens sur déjà est-ce que vous faites confiance aux médias, en général ils répondent non, et pourquoi les citoyens répondent souvent il y a une proximité très forte finalement entre les journalistes et les pouvoirs d'argent. Ce qui est complètement faux d'ailleurs si on regarde la réalité de la vie de la plupart des journalistes. Il faut savoir quand même que la profession de journaliste, c'est pas pour plaindre cette profession, mais c'est une profession qui dans les faits c'est beaucoup précarisée au cours des dernières années. Les contrats, c'est de plus en plus des CDD, voire des contrats en facture d'auto-entrepreneurs. C'est extrêmement difficile de trouver un poste, c'est difficile de s'y maintenir. Donc c'est une profession qui s'est précarisée. Sauf que, d'une part, vous avez des journalistes, eux, qui apparaissent à la télé, donc qui renvoient une image du journaliste, éditorialiste, donneur de leçons. Donc ça renvoie déjà une image qui fait... Bon, on n'a pas forcément très envie d'avoir confiance. Et puis surtout, de l'autre côté, mais c'est une bonne chose qu'on ait établi ce constat. 90% de l'information possédée par 9 milliardaires. Mais à force de le répéter, les gens se disent quoi? On ne peut plus faire confiance à l'information. Et le problème, c'est que ce n'est pas ça la bonne réponse. On ne va pas arrêter de lire des quotidiens généralistes, on ne va pas arrêter de regarder des chaînes d'infos, écouter de la radio. Il y a des médias qui sont indépendants. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, on en parle pendant des pages dans le bouquin du cas de Mediapart. Et heureusement qu'il y a des médias comme Mediapart ou Reporter, ou des médias plus jeunes, Le Vent se lève, ou des gens comme Disclose. Mais aussi plein de gens qui s'informent de d'autres façons en disant « j'ai pas ce qu'il me faut, j'arrive pas à trouver ». Oui, il y a ça. Puis il y a plein de gens qui lisent Le Monde, Le Figaro, qui écoutent Europe 1 le matin, qui regardent BFM. Et ces gens-là, on ne peut pas abandonner le combat
combat pour protéger l'indépendance de ceux qui les informent, et ceux qui les informent, ce sont les journalistes. Alors, pour reprendre le contrôle, justement, vous dites qu'il y a des solutions possibles. Une, par exemple, parmi les pistes que vous dessinez, c'est des fondations, des sociétés à but non lucratif qui, finalement, détiennent les médias. C'est ce que nous avons fait, hein, évidemment, à Mediapart, avec le Fonds pour une presse libre, le FPL. Mediapart a transféré 100% de son capital à une structure à but non lucratif qui, en le sanctuarisant, en l'immobilisant, l'a rendu définitivement non cessible, non achetable, non spéculable, un peu sur le modèle du Guardian en Angleterre. Au Royaume-Uni, est-ce que c'est quelque chose qui peut être étendu à d'autres médias? Oui, c'est quelque chose qui peut être étendu à d'autres médias à condition de bien le faire. Ce qu'on dit dans le livre, et je ne dis pas ça pour être technique, mais c'est simplement que prononcer le mot de fondation ou prononcer le mot de fonds de dotation, ça ne résout pas tous les problèmes. C'est quoi l'avantage de la fondation ou du fonds de dotation? Pour commencer, c'est à but non lucratif. Pas pour rien que notre livre s'appelle « L'information est un bien public ». On considère que comme l'information est un bien public, elle doit être sortie de la pure logique du marché et de la maximisation du profit. La fondation, ça permet ça. Mais ensuite, il y a d'autres problèmes à régler. Et un des principaux problèmes qu'il faut régler aujourd'hui, c'est celui de la gouvernance de ces médias. Prenons un autre exemple, le cas de Libération. Libération a fait, comme Mediapart, un fonds de dotation. Comme Mediapart, sur le papier. Mais en réalité, le fonds de dotation, ça n'empêche pas, en soi, un, que le média soit vendu, deux, qu'il y ait une gouvernance qui implique les journalistes. À Mediapart, ça a été écrit, c'est-à-dire que le fonds de dotation n'a pour seule raison, finalement, d'exister, comme le Scott Trust pour le Guardian, que le fait que Mediapart puisse exister. C'est pas le cas à Libération. Et surtout, à Libération, vous avez un fonds de dotation avec un conseil d'administration, on revient en question de gouvernance, qui n'a que 3 administrateurs, dont 2 nommés par SFR. Dans quelle mesure ça protège l'indépendance des journalistes de Libération? Aucune garantie, en effet, pour les journalistes de Libération. C'est pour ça que nous, on va plus loin que ça. On se dit, il faut passer par-dessus les termes, il faut passer par-dessus les termes techniques. On essaie un peu de décortiquer tout ça. Le fonds de dotation, la coopérative, la SARL. On dit, attendez, ça, c'est des termes techniques. Derrière, il y a une réalité juridique, et on peut faire en sorte de poser des conditions pour garantir la production d'une information indépendante et de qualité. Alors, et il y a aussi des écueils possibles. Hein. Le fonds de dotation, par exemple, il est souvent évoqué au Monde. Vous êtes président de la Société des lecteurs du Monde. En fait, dans un cas comme le Monde, qui est une énorme machine, où il y a beaucoup de capitaux investis, évidemment, le fonds de dotation, il ne serait possible que finalement les actionnaires du Monde cédaient une partie de leurs actions à titre presque gracieux. C'est inimaginable, on est en système capitaliste d'une certaine façon. Non, on verra bien. A priori, c'est pas parti pour être le cas de l'ensemble des actionnaires, c'est parti pour être le cas d'un de ces actionnaires qui s'appelle le Xavier Niel, qui s'est prêt à céder ses actifs à un fonds de dotation. Et là où il faut être extrêmement attentif, c'est à la gouvernance qui sera mise en place pour ce fonds de dotation. Ça s'est fait aussi pour Mediapart. Mediapart, vous avez une partie des journalistes actionnaires qui ont vendu leurs actions. Il y a un des actionnaires historiques du journal qui possédait quand même l'équivalent de 1 million d'euros dans Mediapart, ce qui n'est pas une somme négligeable, et qui l'a donné. Donc on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait des choses positives de temps en temps qui soient faites. Que les actionnaires de Mediapart partagent les valeurs des actionnaires du Monde, on verra. Alors, vous êtes, je l'ai dit, présidente de la Société des lecteurs du Monde, et vous avez essayé de gagner du pouvoir, comme ça, à travers la Société des lecteurs et des journalistes, aussi avec le lien des journalistes au Monde. Simplement, comment ça a fonctionné? Vous avez essayé de faire un système participatif pour arriver à gagner le contrôle, d'une certaine façon, des lecteurs dans le capital du Monde. Le bilan que vous en tirez aujourd'hui, il y a même certains journalistes qui n'ont pas été très favorables à la démarche que vous aviez faite. Donc, est-ce que ça marche en pratique, en réalité? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec la Société des lecteurs du Monde et avec le pôle d'indépendance du Monde, donc le pôle d'indépendance du Monde réunit la Société des rédacteurs du Monde, les salariés du Monde et puis aussi les journalistes des autres titres possédés par le groupe, on s'est dit on va créer une nouvelle association qu'on a appelée Un bout du monde. Le principe d'Un bout du monde, c'est de remettre sur la table un actionnariat de citoyens et de journalistes pour les médias et pousser l'indépendance des médias justement en remettant les journalistes et les citoyens au centre du jeu, parce que qui mieux que les journalistes et les lecteurs finalement pour protéger l'indépendance d'un média. On a fait une campagne de financement participatif, on a levé en tout à peu près 200 000 € pour essayer de finalement établir un nouvel équilibre des forces. Est-ce que ça a changé le rapport de force au sein du Monde ? Au sein du Monde, sur ce qui est annoncé aujourd'hui, par exemple, pour un fonds de dotation, il y a une gouvernance qui, a priori, devait impliquer des membres du pôle d'indépendance dans le fonds de dotation. Plus largement que ça, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, tout à l'heure je vous disais sur la question d'Europe 1,
pourrait parler d'M6, on pourrait parler d'RTL ou de Prisma ou encore de Science et Vie qui a été attaqué récemment par son actionnaire Reworld Media qui est en train de vider finalement le site internet de tout contenu journalistique. Quand les journalistes cherchent de l'aide, quand ils se retournent, quand ils sont attaqués par un actionnaire, il n'y a personne pour leur venir en soutien. D'une certaine manière, quand il y a des affaires de corruption, on a Anticor par exemple qui est là pour soutenir l'indépendance des médias. Bon, on pourrait penser aussi qu'un bout du monde pourrait avoir un espèce de rôle d'anticorps des médias finalement et de dire monde, quand il se passe, par exemple à Europe 1, ou alors à Europe 1, quand même pour dire les choses telles qu'elles sont, à Europe 1, les journalistes ne vont pas pouvoir prendre la clause de cession. La clause de cession, c'est quoi? C'est une disposition qui a été introduite en 1935 dans la loi française pour permettre à des journalistes, en cas de changement d'actionnariat et pour justement préserver leur liberté de journaliste, de pouvoir quitter leurs médias dans de bonnes conditions. Il se trouve qu'à Europe 1, innovation de Jean-Pierre Elkabbach, quelques dizaines d'années, pour payer moins d'impôts, ils ont décidé quoi? Que les journalistes d'Europe 1 n'étaient pas les journalistes d'une radio, mais les journalistes d'une agence de presse, Europe News. Donc, et du coup, aujourd'hui, les journalistes d'Europe 1 ne peuvent pas prendre la clause de cession. Donc, ils ne peuvent même pas partir librement s'ils se retrouvent attaqués par Vincent Bolloré. Il faut armer les journalistes et leur donner la possibilité de partir si les actionnaires veulent les mettre à genoux et de produire une information de qualité. Une toute dernière question, est-ce que vous proposez des modèles alternatifs? C'est une espèce de prise de contrôle, de reprendre le contrôle d'une certaine façon de rédaction plus indépendante et de médias plus indépendants. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, finalement, face à ces 9 milliardaires qui contrôlent en fait 90% de la presse en France, tout simplement faire des lois anti-concentration? Mais bien sûr qu'il en faut. Nous, ce qu'on propose dans le bouquin, on a appelé ça la loi de démocratisation de l'information. Donc on a mangé le travail, soit des députés, je dis bonjour aux députés, soit de la ministre de la Culture, franchement, Roselyne Bachelot, vous pouvez la prendre clé en main. Mais bien sûr que c'est possible, il suffit de changer le droit. La dernière fois qu'on l'a fait en France, c'était 84. Alors il se trouve qu'en 84, il y a eu une loi anti-concentration. Il se trouve qu'il y a un changement de majorité en 86. Donc en fait, les lois de 84-86, elles ont été un peu piétinées par la majorité de droite en 86. On n'a pas repensé en France, en profondeur, les règles de concentration des médias depuis 1986. Je ne sais pas si vous étiez nés en 1986. Benoît et moi en 1986, tous les deux, on avait 2 ans. Donc c'était quand même il y a longtemps. Il faut quand même savoir que dans les lois anti-concentration pour les médias aujourd'hui en France, il y a une règle qui s'appelle la règle du 2/3. Parce qu'en fait, la loi finalement anti-concentration considère qu'il n'y a toujours que 3 supports, les journaux, la radio, la télévision. Ils n'ont même pas encore pensé à Internet. Non seulement il est temps de faire une loi, c'est possible, il est urgent de faire une loi et c'est un peu un espèce de cri, finalement un appel à la fois aux citoyens, c'est-à-dire aux citoyens d'aller demander cette loi-là pour protéger les journalistes, puis aux politiques. Bon, on a fait le boulot, on a du temps, je veux dire, on est chercheurs. Que tout le monde s'en saisisse. Donc voilà, c'est en vous. Merci beaucoup Julia Cagé, vous êtes économiste, prof à Sciences Po Paris, publié le 18 février. L'information est un bien public, refonder la propriété des médias au seuil avec Benoît Huet. On vous encourage de notre côté à visiter le site du Fonds pour une presse libre de Mediapart qui finance des projets journalistiques formidables comme Far West en Nouvelle-Aquitaine, Orient 21, Gulti News. On voit ici son site qui s'affiche, fondpresselibre.org, et vous pouvez faire un don pour une presse libre et indépendante. Merci Julia Cagé, vous restez avec moi 2 secondes, c'est l'heure du 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage, et bien sûr, abonnez-vous. D'abord, cet article à lire absolument. Pauline Groll et Ilyes Ramdani ont mené une contre-enquête à Trappes dans les Yvelines après l'emballement du week-end dernier autour d'un professeur de philo, Didier Lemaire, qui vivrait sous protection policière car menacé par des islamistes. Une information déformée et montée en épingle par l'hebdomadaire Le Point. La protection policière était préventive, sans menaces avérées, selon la préfecture des Yvelines. Le tout dans une ville décrite à tort comme un territoire totalement abandonné aux islamistes. Enquête à lire donc dans Mediapart. Des nouvelles ensuite du fameux article 24 de la loi sécurité globale, vous vous en rappelez, celui qui interdit de filmer les policiers. Figurez-vous qu'il revient par la fenêtre dans la loi séparatisme. Il s'appelle maintenant l'article 18, mais c'est la même chose. Un article de Mathilde Gohanek. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour cette semaine. Vendredi, vous retrouvez nos émissions Espace de travail, un monde à vif, animé par Dan Israël et Fabien Escalona sur le travail précaire à la Poste pour la première et sur la Birmanie pour la deuxième. Samedi, notre documentaire Bab Septa, la porte de Ceuta de Randa Maroufi. À l'air libre, part en congé, vous retrouverez Valentine Auberti sur ce siège le lundi 1er mars. Merci à l'équipe de la rédaction, merci à notre équipe technique, on les cite tous: Audrey Baudouin, Jimmy Beaufils, Julien de Cognac, Pierre Driot, Robin Dubois, Julien Elbar, Antoine Faure, Stella Guillaume, Alexandre Huet, Bastien Prévosto, Justine Mazoyer, Stéphane Pruvot. À très vite et prenez soin de vous.